Dès son jeune âge, Richard Grenier a la passion des voyages. À 24 ans, il part découvrir l'Europe avec un billet d'avion ouvert sur 1 an. Finalement, il reviendra au bout de 8 ans, après avoir fait le tour du monde. Durant son périple, il découvrira l'amour et peaufinera son métier de forgeron d'or. Voici l'extraordinaire histoire de Richard Grenier. Je suis né à Saint-Addiard-de-Beauce le 20 août 1956. D'ailleurs, ma mère m'a souvent dit « Ah, ce que t'étais laide quand t'es venu au monde. T'avais les traces de forceps, la face tout plate, mais depuis, ça s'est amélioré un petit peu. » Alors, j'ai eu une enfance très heureuse. Mon père est décédé, j'avais 4 mois. Et puis, on a vécu un petit moment chez nous, et en plein milieu du village de Saint-Addiard. Par la suite, on a déménagé chez les voisins qui étaient le frère de mon père et la sœur de ma mère. Eux ont eu, pendant les quelques années qu'on a habité là, ils ont eu 2 petites filles que je considère comme étant mes demi-sœurs, Louise et Joanne. Et puis, par après, on est retourné dans notre maison d'origine. Et puis, ma mère, pour gagner sa vie avec un petit flot à la maison, elle a dû travailler. Elle ajustait des sous-vêtements pour dames. Et à toutes les 3 semaines, 1 mois, on partait et on s'en allait à Québec dans un vieux Buick 1956 vert, je me le rappelle encore parce qu'elle l'a eu pendant longtemps. Et on allait porter les mensurations des dames pour aller faire des sous-vêtements. Et le plus drôle, pour une anecdote, c'est qu'un des endroits où l'on allait, c'était Rosemary Corsetterie. Et aujourd'hui, c'est devenu mon appartement dans la rue du Petit Champlain. Par la suite, ma mère, avec une certaine Berthe, a ouvert un salon de coiffure à l'arrière de notre maison. Ma mère s'est remariée, je devais avoir 7 ans à l'époque, et on a déménagé à Sainte-Marie avec un certain Paul-Eugène Gagné, que j'ai considéré toute ma vie comme étant mon père et je l'ai toujours appelé papa. Suite au mariage de ma mère avec Paul-Eugène, j'ai eu la chance d'avoir un demi-frère, Laurent Gagné, qui aujourd'hui est prestigitateur. Beaucoup de gens connaissent Laurent. Lui, il travaille beaucoup avec ses mains, beaucoup plus que moi. Et une fois le secondaire 5 terminé, j'ai commencé les études d'art. Ça a commencé à Saint-Jean-Port-Joli avec les frères Bourgault. Par la suite, il y a eu le Moulin des Arts à Saint-Étienne-de-Lauzon avec un certain Albert Rousseau. Par la suite, j'avais toujours une envie de fabriquer des bijoux. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par les pierres précieuses et la bijouterie. Au Moulin des Arts, on travaillait déjà le bronze, l'aluminium, mais on ne travaillait pas vraiment les métaux précieux. Alors, j'ai été faire mon premier cours à Val-David chez un certain Bernard Chaudron. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à éliminer la céramique pour devenir de plus en plus bijoutier. Et j'avais toujours le goût de découvrir la planète et de parcourir le monde. Et là, 1980 arrive et j'achète un billet d'avion pour partir la grande aventure. Et dans ma tête à moi, j'allais faire le tour du monde. Alors, j'ai acheté un billet d'avion. Et j'avais réussi à accumuler 4 000 $. On parle en 1980. 4 000 $ était quand même un bon montant. Et les cartes de crédit n'existaient pas à l'époque. On parlait de travelers chèques. Donc, avec ma mère, on est allé voir monsieur le banquier et tout. On a pris pour 1 000 $ de travelers chèques et j'ai laissé le restant à ma mère. Et j'avais dit à ma mère, tu vas m'envoyer de l'argent. Le banquier avait dit, il n'y a pas de problème, vous nous dites où. 24 heures après, l'argent est arrivé. Alors, je suis parti, j'avais un billet d'avion ouvert 1 an pour Amsterdam. Et là, la découverte, un nouveau monde. Ah, c'était merveilleux. J'avais compris que pour ne pas trop dépenser, j'avais ce qu'on appelait un rail pass, donc une passe qui nous permettait de prendre le train comme on voulait partout en Europe. Et on avait compris que de voyager de nuit, on économisait une chambre d'hôtel. Et qu'un bon voyageur sait que l'heure de départ n'est pas importante, c'est l'heure d'arrivée qui importe. Alors, 1 nuit sur 2, 1 nuit sur 3, on faisait un grand trajet. On pouvait faire Rome, Amsterdam, on pouvait faire Francfort, Milan, Madrid pour se ramasser après à Bruxelles.
Alors, on faisait des grandes distances de train et tranquillement, pas vite, l'argent baissait. Ça baissait, ça baissait. Et je faisais attention dans les auberges de jeunesse, dormir dans les trains, pas trop dépenser. Et le premier 1000 $ commençait à baisser pas mal. J'ai dit, je vais attendre aux fêtes pour téléphoner à ma mère. C'est pas long. Ça prend 24 heures que l'argent arrive. Alors, je téléphone à ma mère, quelque chose comme le 18-19 décembre, pour y souhaiter joyeuses fêtes en même temps. « Allô, maman, comment que ça va? Oui, je vais bien. Tu vas m'envoyer une autre tranche de 1000 $, s'il vous plaît. Tu vas l'envoyer à Lausanne, en Suisse, à l'UBS, l'Union des banques suisses. » L'argent n'est pas arrivé si tôt que prévu. Et à l'époque, les banques fermaient entre Noël et le jour de l'an en Suisse. T'as plus d'argent, il n'était pas question que je mendie, il n'était pas question que je vole. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé mon premier travail. Trouve le travail, 3 jours après, l'argent arrive. Et qu'est-ce que je fais? J'ai un beau travail dans un atelier de céramique en plein centre de Lausanne. C'est très agréable, j'ai l'argent ici. Je vais finir de travailler un petit peu. Alors, j'ai passé 3 mois à Lausanne à faire de la céramique. Et puis, après ce petit contrat, là, je suis reparti. J'allais vers un autre monde, je m'en allais traverser un désert. Descendre l'Espagne, traverse le Maroc, et là, je longeais la côte pour m'en aller. Je m'en allais à Dakar, au Sénégal. Dans ma tête à moi, je voulais traverser le désert. Et j'ai commencé à descendre, on s'entend. J'étais en stop, transport en commun, à tous les moyens possibles. J'étais pas avec un GPS et compagnie. Alors, j'arrive peut-être à 100 km au sud d'Agadir. Et là, des militaires, tiens, armés jusqu'aux dents. « Hey, tu fais quoi ici, petit gars? »« Ah, ben moi, je m'en vais traverser le désert, je vais aller à Dakar et tout. » Et là, les militaires, « Oui, mais regarde... il y a une guerre ici, là, c'est le Sahara mauritanien. Tu rentres pas là comme ça. Tu reviendras. Non, non, mais regarde. Non, jeune homme, tu retournes et puis. Ah, zut, avec mes 21, 22 ans, bon, pas de problème. Je remonte, commence à longer les Hautes Atlas, redescends une autre vallée qui était la vallée du Drap pour réussir à me rendre dans le Sahara. Même affaire, barré, on ne pouvait pas s'y rendre, les militaires sont là, armés jusqu'aux dents, chose qu'ici, on n'est pas habitué de voir des militaires. Alors, toujours est-il que là, je repars, mais plus beaucoup d'argent, puis un peu fatigué d'être dans ces pays très arides. Je remonte avec plus beaucoup d'argent, et là, je m'en vais à Marseille. Et là, j'ai dit, je ne me ferai pas avoir, je vais faire envoyer l'argent directement chez American Express, à Marseille. Téléphone à ma maman, « Allô, maman, ça va bien? Je sors du... les pieds un petit peu dans le Sahara, le Maroc est fantastique. » Ma mère a dit, « Parfait, fais attention à toi, mon garçon. Envoie-moi des cartes postales, résume-moi où t'es rendu. Et je t'envoie l'argent lundi. » Quelques jours après, j'arrive à Marseille, chez American Express. « Bonjour, Richard Grenier, voici mon passeport. Vous avez dû recevoir 1000 $ pour moi du Canada. »« Oui, monsieur, nous avons reçu 1000 francs pour vous. »« Ah non, non, 1000 $. 1000 francs à l'époque valaient 200 $. Non, monsieur, nous avons reçu 1000 francs. Non, mais la madame, là, elle ne sait pas c'est quoi des francs, là, puis c'est sûr qu'elle m'a envoyé 1000 $. Non, monsieur. Bon, ben, gardez ça, faites vos recherches, et moi, de mon côté, je vais refaire mes recherches. Qu'est-ce que je fais, là? J'ai plus d'argent. C'est pas question que je mendie, pas question que je vole. On se cherche de l'ouvrage. Ma deuxième travail a commencé sur la Côte d'Azur. Il y a des endroits pires que ça. Alors, j'ai commencé par faire avec mes quelques techniques de bijoutier que j'avais à l'époque, des petits bracelets que je martelais sur la promenade des Anglais, qui est la rue touristique de Nice, qui est sur le bord de la mer. Et puis, une anecdote sur ces bracelets. Il faut savoir que sur la Côte d'Azur, c'est pas du sable, c'est des galets. C'est pas des très belles plages de Tahiti qu'il y a là. Et puis, il y avait un seul endroit qui avait du sable, parce que moi, pour polir mes bracelets, je n'avais pas une polisseuse, tout l'attirail avec moi. Je me prenais une poignée de sable et je frottais mes bracelets comme ça. Et la vie, elle était belle, jusqu'au jour où j'ai vu le film Les égouts du paradis. Alors, où est-ce que j'étais? C'était les égouts de Nice. Mais je ne le savais pas. Et c'était les bracelets que je vendais sur la Côte d'Azur. Peu après, je suis allé travailler à Menton, à la frontière avec l'Italie. Et j'ai passé 2 mois dans un restaurant. Parce qu'il faut dire que j'avais fait mes premières armes dans la restauration dans un restaurant à Sainte-Marie.
le pignon rouge. Alors pour moi, travailler dans un restaurant, c'était quand même une belle façon de gagner quelques sous. Comme d'habitude, l'argent est arrivé, j'avais déjà un travail. Qu'est-ce que je fais? Je travaille. Ah bon, on va continuer à travailler un petit peu, puis après je vais repartir. On était arrivé 1 an plus tard, et là, j'étais toujours en Suisse, et je retéléphone à ma mère, et je dis, « Maman, je ne sais pas quoi faire, mon billet de retour se termine dans quelques semaines, j'ai plus beaucoup d'argent, mais j'ai de l'ouvrage qui m'attend dans les montagnes en Suisse, dans une station de ski. » Et je crois que ma mère m'avait pas très bien compris, et elle m'a dit, « C'est beau, mon gars, bon voyage. » Elle vient de répondre à ma question. J'ai dit, je t'envoie des lettres, des cartes postales. Maman, je t'embrasse, sœur, papa, puis babang, je raccroche. Et ma décision était prise. Je perdais mon billet de retour pour le Canada. Et j'ai commencé ma première saison de ski en Suisse. Alors, j'étais à l'époque saisonnier. C'est-à-dire, l'hiver, on montait à la montagne pour aller travailler dans les stations de ski. Et l'été, on descendait sur le bord des lacs, que ce soit Genève, Lausanne, Neuchâtel en Suisse, où là, c'était des villages balnéaires, si on pourrait dire. Et on gagnait très bien notre vie à l'époque. Et j'ai rencontré une demoiselle qui m'a tombé dans l'œil. Je me rappelle le premier soir que je l'ai vue passer. Et cette dame, aujourd'hui, est ma grand-mère préférée. C'est la mère de mes enfants. Elle s'appelle Agnès Goujon. Et puis, là, on a voyagé. On était toujours en Europe. On le faisait en moyenne 3-4 mois d'hiver, 3-4 mois d'été et 3-4 mois de voyage. On a fait ça pendant quelques années. Et là est arrivé 1984, l'année des grands voiliers. Et là, j'ai dit à la dame qui allait devenir beaucoup plus tard mon épouse Agnès, j'ai dit, au Québec, il arrive des grands voiliers, il paraît qu'il va y avoir du monde, ça va être inimaginable et tout. Et comme on était toutes les deux dans la restauration pour bien gagner notre vie, on a dit, on va aller à Québec et on va bien gagner notre vie. Et on est venu s'installer ici, on avait prévu rester environ 6 mois. On avait oublié un petit détail. Mon épouse n'était pas canadienne. Alors, ça n'a pas été long. L'immigration est débarquée chez nous. Un soir, je suis arrivé, ma blonde, elle pleurait, et elle a dit, « Oh, qu'est-ce qui se passe et tout? L'immigration est débarquée, puis il faut que je reparte et tout. » Je dis, « Regarde, tu peux pas partir et tout. » Puis ça, j'ai dit, « Ben, regarde, on habite à Limoilou. » J'ai dit, « On va traverser la rivière Saint-Charles, on va aller se marier au palais de justice. » Alors, comme on sait que Québec 84 n'a pas été aussi plein aussi majestueux que ça devait être, même si les bateaux étaient extraordinaires. À la fin, on a dit, bon, on retourne en Suisse, on retourne dans nos saisons d'hiver et nos saisons d'été. Et on est reparti pour un autre 2 ans et demi, 3 ans approximativement. Et là, j'avais déjà trouvé un travail comme bijoutier en Suisse. Par contre, on ne peut pas avoir de permis de travail comme bijoutier en Suisse. Si tu veux vivre en Suisse et que tu n'es pas suisse, il faut que tu sois soit dans la construction, dans l'hôtellerie ou dans le milieu hospitalier. Alors, j'ai toujours continué à travailler dans les bars de soir et le jour, j'allais travailler à Genève dans une bijouterie chez Claude-Alain Kingler, pour ne pas le nommer. Au bout d'1 an, Agnès, elle avait eu sa résidence permanente canadienne. Quand tu demandes ta résidence permanente, tu as 3 ans. Pendant les 3 premières années, tu n'as pas le droit de sortir du pays plus de 6 mois. Mais là, ça faisait déjà plus de 6 mois qu'on était partis. On part, on va voir à l'ambassade à Berne. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Richard, elle s'appelle Agnès. Moi, je suis bijoutier et je suis en train de travailler à Genève. Je veux peut-être me fonder ma bijouterie plus tard et tout. Et l'ambassadeur commence à regarder et dit, « Ouais, mais tu sais, c'est bien écrit. Vous n'avez pas le droit de sortir plus de 6 mois pendant la première année et tout. » Il dit, « Mais votre histoire est tellement belle et ton métier est tellement fabuleux que je vais vous accorder une autre année. Allez hop, bingo, allez travailler, mais ne revenez pas, vous ne pourrez jamais. » On retourne à Genève, continue à travailler dans la bijouterie, dans l'hôtellerie. La vie était belle, on gagnait très bien notre vie. Puis, au bout d'1 an, on dit... on n'a pas encore fait notre voyage de noces, parce que nous, on s'était mariés très rapidement et on n'avait pas de sous pour faire un voyage de noces. Comme on était déjà 2 grands voyageurs, on s'est acheté 2 billets d'avion.
pour faire le tour du monde et on est retourné à l'ambassade canadienne à Berne et il y avait un nouvel ambassadeur qui était là. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, et que ci et que ça, je suis bijoutier, mon épouse, on est ici. Là, on a 2 billets d'avion pour dans nos poches, mais là, on avait beaucoup mieux travaillé, l'époque était, et on a 50 000 $ ici, et on part un an faire le tour du monde. Ah, mais je peux pas vous accorder ça, mais c'est impossible, mais c'est... Oh, mais vous êtes tellement sympathique et c'est tellement une belle histoire. Allez hop, je vous l'accorde, let's go, bon voyage, envoyez-nous des cartes postales. Et on est reparti, on a pris le billet, on a fait Genève-Bangkok. Et à partir de Bangkok, là, on a descendu l'Asie pendant 4 mois. La Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Singapour, plongée à gauche, plongée à droite. Il n'y avait plus de ski, là, mais la plongée sous-marine était merveilleuse. Et pour moi, c'est devenu une passion, un maniaque de plongée. Et puis, on est arrivé à Sydney, en Australie, quelque chose comme le 10 de janvier 1980, tranquille, là, quelque chose comme ça. Et puis, quand l'avion a atterri, j'ai regardé Agnès, j'ai dit « Hey, moi, je suis fatigué de voyager un peu. On change de ville à tous les 2-3 jours, de pays à toutes les 2-3 semaines. On essaie-tu de se trouver un travail, un appartement, une télévision, relaxer un peu à Sydney? » Agnès me dit « Ah, t'as raison, ça serait le fun de se reposer un peu. » Même pas une semaine après, j'avais du travail dans une magnifique bijouterie tout près du Sydney Opera House. Et Agnès, ma conjointe, qui était maintenant mon épouse, s'est trouvée de l'ouvrage à Bondi Beach. Pour ceux qui connaissent Sydney, c'est le meilleur endroit pour apprendre à faire du surf. On a acheté un camion et là, on est parti traverser l'Australie et on s'est fait 2 mois et demi seul dans le désert, moi et ma blonde. On l'a fait, on a eu du plaisir, les kangourous, les émous, les serpents, les crocodiles, il n'y en avait pas de problème. Oui, ça peut être dangereux si tu ne fais pas attention. Le matin, ce qui est très agréable quand tu traverses un désert, tu peux partir à courir après des émous. Ah, bingo, tu vas courir après des kangourous. C'était une vie absolument merveilleuse. Plus de 6 mois en Australie. Ensuite, on est parti. On a commencé avec la Nouvelle-Calédonie, la plongée extraordinaire, la Polynésie française. On est arrivé en Californie. On s'est pris une autre camionnette. On a traversé tous les États-Unis, sac à dos, dans une petite Volkswagen de l'époque et tout. Et on est arrivé au Québec. On a commencé par travailler une petite partie à Montréal. Moi qui étais parti pour 1 an, du coup, je suis revenu 8 ans plus tard, marié. Et puis là, on a dit, on rouvre notre bijouterie. Et l'endroit le plus facile pour nous était dans la Beauce, à Sainte-Marie, mon village natal. Parce qu'il faut savoir que mon travail que j'avais appris beaucoup en Suisse était de faire de la sous-traitance, c'est-à-dire de travailler pour les bijoutiers. Parce que les bijoutiers ne sont pas joailliers, ils vendent des bijoux, mais ils ne les réparent pas, ils ne les fabriquent pas. Alors, on a commencé par faire de la sous-traitance. On est arrivé ici et on s'est loué un petit appartement de 5 pièces et demie sur la rue Notre-Dame, au 2e étage, en avant du célèbre château. Mon épouse était comptable de formation et ne devait pas travailler avec moi. Mais par un concours de circonstances heureuses, elle est tombée enceinte la première semaine qu'on est arrivé. Et 9 mois plus tard est arrivé notre premier plus beau bijou qui s'appelait Emmanuel. Et puis, on est resté à notre petit 5 pièces et demie. On avait une pièce pour l'atelier, une pièce pour le magasin. On avait 2 bijoux, 3 comptoirs, 3 bijoux peut-être. Même pas 1 an, moins d'1 an et demi après, est arrivé un 2e petit bijou, une 2e petite perle rare. Sandrine a vu le jour. Quand Agnès m'a annoncé qu'elle était enceinte, on avait très peu d'argent. Et Agnès, elle arrive en pleurant. « Richard, je suis à nouveau enceinte. » Ah! Superbe, on est capable de manger à 3, on va être capable de manger à 4. Allez hop, bingo! Et au bout de 3 ans, on est parti de là et on est allé s'installer sur la rue Marguerite-Bourgeois. Là, on était rendu avec 10 bijoux, 2 bébés et on s'est acheté une maison à la sortie du village de Sainte-Marie où l'on est toujours plus de 30 ans plus tard. Nos affaires montaient.
On faisait de plus en plus de sous-traitance. On vendait nos bijoux un peu partout dans les bijouteries du Québec. On réparait pour plein de bijouteries. Moi, j'ai une ligne de bijoux fabriqués avec des fragments de météorites que j'adore fabriquer. C'est de véritables morceaux d'étoiles filantes. Mes petites sculptures, parce qu'on se souvient que dans ma jeunesse, j'ai étudié la sculpture, la céramique et tout. Alors, on voit souvent des petits visages dans mes bijoux. Les pierres précieuses, comme on achetait des pierres précieuses, on en avait acheté beaucoup, entre autres en Australie, des opales. Alors, de monter tous ces bijoux, ça, c'est vraiment mon métier. Moi, mon métier, c'est de fabriquer des bijoux. Je suis un forgeron. Un forgeron, qu'est-ce que ça fait? Ça prend du métal, ça le plie, ça le lime, ça le soude, ça le polit. C'est ce que je fais. Mais je le fais avec des métaux précieux et avec des joyaux, des petites pierres précieuses. On a passé 17 ans sur la rue Marguerite-Bourgeois et la piqûre des voyages ne nous avait jamais quittés et la passion des pierres précieuses. Des fois avec nos enfants, des fois sans nos enfants, on repartait courir la planète, aller dans des endroits mais inimaginables pour aller chercher des pierres, que ce soit dans le fin fond du Brésil, Madagascar, le Vietnam, le Sri Lanka dernièrement. Alors, nous, on est des passionnés de courir pour aller chercher des pierres précieuses. 17 ans sur Marguerite-Bourgeois. Et après est arrivée l'opportunité d'acheter cette bâtisse ici, que l'on est depuis plus de 15 ans maintenant. On est devenu un centre d'interprétation. Alors maintenant, nous accueillons beaucoup de touristes. On peut accueillir de 2 à 3 000 touristes par année et on leur explique des choses comme ce que fait un bijoutier, un joaillier et un orfèvre. Chose que j'aime bien dire. Un orfèvre, qu'est-ce que ça fait? Un orfèvre, c'est lui qui fait le calice et le ciboire. C'est pour ça que vous en avez 2 exemplaires ici. Alors, on explique beaucoup de choses aux gens. Les différentes composantes de l'art, les différences entre un diamant à 100 $ et un diamant à 1000 $. Et on aime ça, expliquer la différence aux gens, les côtés ésotériques. Mais il y a un fond à aller chercher à quelque part. On ne s'éternisera pas là-dessus. Et avec Agnès, on continue à courir la planète. Maintenant, mes filles prennent ma relève, chose que je suis très fier. On est rendu une équipe de 5 joailliers et plus l'équipe des conseillères. J'ai Marie-France qui est avec moi depuis 30 ans cette année. Emmanuelle, ma fille, elle est née dans la bijouterie, alors elle est toujours avec moi. Ça, c'est ma fille joaillière. Il y a Sandrine qui, elle fait le travail de sa mère. Elle est conseillère, elle fait l'administration, la comptabilité et tout le tralala. Et puis, on a la chance d'avoir une bijouterie maintenant sur la plus belle rue au Canada, la rue du Petit Champlain. Elle s'appelle le Forgeron d'Art aussi. Elle est juste en face du funiculaire. Et puis, maintenant, moi et mon épouse, on se permet de prendre un peu plus de temps maintenant qu'on a passé une certaine âge. Et nous sommes rendus de merveilleux, heureux, fantasmagoriques grands-parents de 2 belles petites filles, Mélodie et Ariel, que pour nous, notre vie est comblée. Alors moi, non, je n'ai pas eu une vie malheureuse et loin de là, est bien remplie, mais merveilleux. C'est ça la vie! Richard Grenier est un homme profondément heureux. Il porte le bonheur dans son cœur. Les histoires extraordinaires sont parfois heureuses et celle de cet homme en est un bel exemple. C'est ça la vie.